L'Alliance des États du Sahel est née le 16 septembre 2023, à la suite de coups d'État populaires et révolutionnaires, portés par les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso, face aux ingérences étrangères, à la corruption, à l'insécurité et à l'appauvrissement des populations alimentées par les forces impérialistes et leurs valets locaux. Ces trois États ont décidé de prendre leur destin en main et d'assumer leur indépendance. De manière paradoxale, c'est au sein de l'organisation de la CEDEAO, contrôlée de l'extérieur, que ces pays ont été menacés de guerre et de sanctions. Ces mesures ont coûté la vie à des milliers d'Africains innocents. L'Alliance des États du Sahel a pour guide Assimi Goïta du Grand Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pays des hommes intègres, et Abdulrahman Chiani du Niger. Ces leaders incarnent une vision de la libération totale de l'Afrique, sans compromis, poursuivant ainsi l'œuvre commencée par d'autres panafricains avant eux. Cette initiative, qui dérange de puissants intérêts, est attaquée de toutes parts, notamment par les impérialistes et leurs alliés locaux, avec les États-Unis en tête. En 2025, il est évident que nous assistons à une véritable révolution africaine. Bien que la couverture médiatique des pays occidentaux soit minimaliste, ce qui en soi n'est pas surprenant, lorsqu'ils en parlent, ils cherchent à en minimiser l'importance et la portée et à discréditer les leaders et les peuples qui les soutiennent par des arguments souvent fallacieux. Cependant, cette révolution, bien que méprisée par certains, changera le monde. L'Afrique entame aujourd'hui un nouveau départ. Ce processus révolutionnaire ne fait que commencer. Il est de notre devoir, qu'il s'agisse des Africains sur le continent, de la diaspora, des afrodescendants ou des sympathisants des peuples opprimés, de promouvoir cette révolution et la soutenir par tous les moyens nécessaires. Surtout, nous ne devons pas commettre l'erreur de limiter la révolution au seul Sahel. C'est une révolution qui concerne toute l'Afrique et qui vise le bien de chaque Africain digne. Nous avons vu à quel point l'homme et la femme noire, dans leur ensemble, soutiennent cette révolution. C'est une révolution qui est et sera, cette fois, véritablement africaine. Même si de nombreux défis se profilent à l'horizon, l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme n'ont pas du raison de l'Africain. Alors je doute qu'une révolution, encore plus africaine, puisse y parvenir. Le mot « révolution » d'un point de vue étymologique renvoie à l'idée d'un retour, notamment un retour sur soi. Mais au-delà de ce sens premier, il désigne un processus de remise en question profonde, un changement radical de l'ordre établi. La révolution implique une transformation fondamentale des normes en place, souvent à travers des actions, plus ou moins pacifiques, qui visent à les renverser ou à les reconfigurer. Par ailleurs, la nature de ces actes sera toujours jugée à l'aune du système en place, qui définit ce qui est légitime ou non. Le mot « révolution », dans son sens profond, peut être rapproché du concept de Sankofa, un terme issu de la langue Akan, parlée en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana. Le terme Sankofa est composé de deux parties, San, qui signifie « retourner » et Kofa, qui signifie « chercher » ou « prendre ». Littéralement, Sankofa se traduit par « retourner chercher » ou « revenir chercher ce qui a été perdu ». Ce concept incarne l'idée de regarder en arrière, vers le passé, afin d'en tirer des enseignements et des sagesses pour avancer et construire un avenir meilleur. C'est un appel à ne pas oublier nos racines et notre histoire, car elles sont essentielles pour progresser. Ce principe est souvent illustré par un symbole, un oiseau qui tourne la tête en arrière tout en marchant vers l'avant, une image qui symbolise l'idée de revenir à ses origines pour avancer de manière plus éclairée. Le concept de Sankofa et celui de révolution sont profondément liés par l'idée que le changement radical et profond passe par une reconnexion avec le passé. Sankofa nous enseigne qu'il est essentiel de regarder en arrière, de retrouver nos racines et nos valeurs pour mieux avancer. Ce principe résonne particulièrement dans le cadre des révolutions, où les peuples, en tirant des leçons de leur lutte passée, cherchent à renverser des systèmes oppressifs. Une révolution, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, implique souvent une réaffirmation de l'identité collective et un retour aux sources pour transformer le présent et bâtir un avenir plus juste. En ce sens, Sankofa devient un guide pour les révolutions, car il montre que le véritable changement ne peut être atteint qu'en réintégrant l'héritage et les sages enseignements du passé dans la dynamique de transformation sociale. L'Afrique a longtemps été soumise à une aliénation identitaire, un processus de déconnexion de ses racines culturelles, sociales et spirituelles imposées par l'esclavage, la colonisation et les dynamiques de domination actuelles. Cette violence profonde a façonné une perception de soi dévalorisée, où l'Africain a été conditionné à se voir à travers les yeux de ceux qui l'ont historiquement dominé et qui continuent de le faire. Le regard extérieur, celui du maître ou du colonisateur, a attribué à l'Afrique et aux Africains noirs particulièrement des valeurs de soumission, d'infériorité et de faiblesse, créant un écart de perception où l'individu africain a fini par intégrer cette vision dégradante de lui-même. Dans ce cadre, l'Africain s'est vu contraint, malgré lui, de renier ses traditions, ses croyances et son identité pour s'adapter à des systèmes étrangers perçus comme supérieurs. Cette transformation a engendré une profonde aliénation culturelle, où l'Africain a fini par entretenir la haine de lui-même et où il a peur de ce qu'il
le représente, car il a été conditionné à croire que sa propre culture et son histoire sont inférieures. Le cercle vicieux est simple. Si tu te perçois à travers le regard de celui qui te juge, comme primitif, incompétent ou esclave, comment ne pas adopter cette image dévalorisante de toi-même et te comporter comme tel ? Ainsi, une révolution africaine n'est pas seulement un besoin politique ou économique, mais aussi un renouveau identitaire. C'est une révolution intérieure, où l'Africain doit se réapproprier ses racines, ses valeurs et ses traditions, et se libérer de cette vision imposée qui l'a longtemps enfermé dans une image dégradée. On ne dit pas qu'il faut retourner sans considération du présent et ses avancées. Il est crucial pour l'Africain de s'approprier les principes de ses traditions à travers le prisme de ces mêmes traditions, avant de porter des jugements précipités. Tant qu'il utilisera la logique de ceux qui dénigrent ces traditions, il continuera à les percevoir sous un jour négatif. Il faut se rappeler que l'histoire racontée par le chasseur n'est pas nécessairement celle du chassé, et il est légitime de se demander quels intérêts une puissance impérialiste aurait à raconter de manière authentique l'histoire des peuples qu'elle a soumis, sachant pertinemment que la force de leur libération réside dans leur unité, laquelle s'ancre dans leur tradition et leur culture. Pour maintenir sa domination, cette puissance doit donc séparer le peuple de ce qui constitue sa force, son identité, ses traditions et sa culture. En effet, il est impossible d'être à la fois esclave et africain. L'esclavagiste doit donc d'abord effacer l'Africain qui réside en chaque individu pour le réduire à l'état d'esclave. C'est là que réside la nécessité de l'aliénation culturelle. Tout esclavagiste expérimenté le sait, toute manipulation vise à insérer des schémas compatibles avec les intérêts des forces dominantes, jamais ceux des peuples dominés. Même si parfois l'aliéné, après de multiples ajustements, croit trouver une forme de liberté dans cet état, plus il est aliéné, plus il se sent libre. Les Africains ont le devoir d'apprendre à se connaître, à se réévaluer, à se respecter et à se voir pour ce qu'ils sont réellement, des peuples riches de sagesse, de culture et de créativité. À l'instar des autres peuples, ils représentent une valeur ajoutée à l'humanité et doivent agir en conséquence de cette vérité. Seuls les plus aliénés croient qu'ils doivent intégrer des cultures étrangères sans compromettre ce qu'ils sont véritablement. Mais quel gâchis de vouloir devenir ce que l'on n'est pas au détriment de ce que l'on est vraiment. Vous n'êtes authentiquement libre que lorsque vous acceptez pleinement votre essence. L'Africain est africain et il devra d'abord accepter cette vérité. Sa prochaine étape sera de se réapproprier la signification profonde de ce qu'être africain implique. Cette démarche deviendra la pierre angulaire de sa révolution. La réappropriation de son identité sans gêne, sans compromis, avec dignité, courage et responsabilité. Cette réappropriation identitaire est essentielle avant toute forme de progrès, car tant que l'Africain vivra sous l'influence de l'image déformée qu'il a de lui-même, toute tentative de développement restera limitée et ne fera que le maintenir sous le joug de ceux qui refusent de le voir reprendre en main la responsabilité de son destin. La libération mentale et culturelle doit donc précéder toute libération politique ou économique. Pour que cette révolution soit authentique, elle doit commencer par une prise de conscience individuelle et collective, un changement radical dans la manière dont l'Africain se perçoit lui-même. Il s'agit de redécouvrir son histoire et son héritage culturel, mais aussi d'affirmer sa dignité face à la véritable histoire de ses ancêtres et aux dominations étrangères. L'idée de Sankofa, qui nous encourage à regarder en arrière pour avancer, est centrale dans ce processus. En se reconnectant avec ce qui a été oublié ou dévalorisé, l'Afrique peut puiser les forces nécessaires pour se réinventer et revendiquer son futur de manière autonome et libre. La révolution africaine de demain passe donc par cette réappropriation, une réaffirmation de l'identité profonde de l'Afrique, loin des stéréotypes imposés par l'histoire. Il ne faut donc pas considérer la révolution comme quelque chose de mauvais, surtout lorsqu'elle est nécessaire. Dans le cas de l'Afrique, cette nécessité devient de plus en plus urgente. L'émancipation des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la francophonie, des multinationales, des médias étrangers et surtout des systèmes éducatifs hérités de ceux qui ont réduit leurs ancêtres en esclavage est exactement ce dont il s'agit. C'est un retour à l'autonomie, à la liberté de se définir par soi-même sans l'influence des anciens oppresseurs. Ce processus ne doit pas être sous-estimé, car des changements encore plus profonds et radicaux devront nécessairement avoir lieu dans un avenir proche. De nouveaux enjeux émergeront, tout comme des leaders de plus en plus pragmatiques et authentiques, capables de mener la révolution à bon port. L'Africain devra s'affronter non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Les outils de domination sont subtils et insidieux. Ils donnent l'impression de naturel, de normalité, à l'Africain et agissent souvent comme des sangsues, maintenant l'Afrique dans une relation de dépendance permanente. Ces mécanismes ne sont pas toujours incarnés par des individus, mais se manifestent sous forme de schémas d'information imposés, maintenus dans des institutions et des systèmes éducatifs qui conditionnent les mentalités. Ce sont ces schémas qui prédisposent les Africains à une forme de domination plus efficace, souvent invisible et intérieure, mais tout aussi contraignante. La domination, en fin de compte, est une question psychologique avant tout. Elle se joue dans les esprits, dans les perceptions et dans les croyances
forces imposées, et pour s'en libérer, il est nécessaire de reconstruire une vision du monde qui soit véritablement libérée de ses influences extérieures. Ainsi, la révolution dont l'Afrique a besoin n'est pas simplement une révolution matérielle ou physique, mais une révolution mentale et psychologique, pour ne pas dire spirituelle, qui commence par une prise de conscience individuelle et collective des mécanismes de domination et de l'aliénation qu'ils génèrent. Ce n'est qu'en identifiant et en détruisant ces schémas que l'Afrique pourra réellement s'affirmer, non seulement politiquement et économiquement, mais aussi culturellement et spirituellement. La révolution n'est donc pas un mal en soi, mais un acte de libération nécessaire à la reconstruction de l'identité et de la dignité africaine. Cependant, seuls les plus courageux réussiront à franchir cette étape. Les autres, malheureusement, sont déjà à la merci de l'impérialisme, ayant totalement intégré les schémas de domination occidentaux en les percevant comme authentiques et légitimes. Ce sont ces individus qui seront utilisés pour tenter de neutraliser ou de faire échouer la révolution. Ils se présenteront souvent comme des modèles à suivre, mais en réalité, ils représentent une forme de résistance interne, souvent inconsciente, à tout changement radical. C'est à eux que revient la tâche de minimiser les avancées de la révolution et de remettre en question la légitimité du mouvement de libération, souvent en faisant valoir des arguments pragmatiques, logiques, démocratiques, religieux, etc., ou simplement en se reposant sur des arguments venant de l'extérieur. Beaucoup d'Africains, malheureusement, sont dans cette situation, se définissant avant tout par la couleur de leur peau, ce qui, à première vue, semble les relier à leur identité. Cependant, cette identification est trompeuse. L'Africain authentique se connaît et s'aime à travers ses propres valeurs et critères. Il ne se définit pas en fonction des normes imposées par l'autre, surtout lorsque cet autre lui est hostile. Il est important de se poser la question, serait-il normal de se définir uniquement par la vision que l'autre a de soi, surtout lorsque cet autre vous rejette ou vous dévalorise? Et peut-on réellement comprendre et apprécier un individu mieux que lui-même peut se comprendre et s'apprécier? Cette équation, chaque Africain doit absolument la résoudre, sinon il risque de trahir la cause sans même en être conscient. Le danger réside dans l'inconscience, car souvent, l'aliéné ne sait même pas ce qui l'aliène. Il agit de manière téléguidée, influencé par des schémas extérieurs, sans jamais prendre le temps de se connaître lui-même. C'est pour cela que la réconciliation avec l'histoire devient absolument indispensable pour l'Africain. Il ne s'agit pas simplement de connaître les événements du passé, mais de comprendre comment ces événements ont façonné l'identité de l'individu africain et de redécouvrir ses propres racines et valeurs. La libération ne pourra se faire que lorsque l'Africain aura pris conscience de cette aliénation et de son héritage, et qu'il sera capable de se réapproprier son histoire pour la réinventer et l'adapter à son propre devenir. Cette réconciliation avec le passé permettra à l'Africain de reconstruire son identité, de se détacher des schémas de domination et de forger un avenir qui lui soit propre, en dehors de l'emprise de l'impérialisme et des influences étrangères. L'histoire de l'Afrique est bien plus complexe qu'on ne l'imagine souvent. En effet, certains prétendent que cette histoire n'existe pas, tandis que d'autres, parfois des intellectuels, tentent de lui attribuer une histoire qui, bien souvent, ne correspond en rien à sa véritable essence. Pourtant, je vous assure, l'Afrique possède une histoire profonde et unique, une histoire qui lui est propre. Il est tout à fait normal que d'autres, surtout ingrats et belliqueux, en dehors de l'Afrique, n'aient pas pleinement intégré cette histoire dans la leur et donc ne la valorisent pas. Ceci est de la responsabilité des dignes fils et filles de l'Afrique, justement. Mais je pose cette question. Seriez-vous vous-même frustré d'entendre un inconnu vous dire que vous n'êtes pas assez entré dans son histoire ou que votre histoire ne vaut rien? Je vais supposer que tout individu sensé n'en ferait pas cas. Alors, pourquoi l'Africain devrait-il se sentir complexé lorsqu'on lui dit qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire ou qu'il n'en a pas? De quelle histoire parle-t-on alors? De celle où l'on se détruit pour une terre qui ne nous appartient pas? De cette succession de guerres sans fin, de colonisations sauvages, de génocides interminables, de manipulations idéologiques et religieuses? Si c'est de cette époque-là qu'il est question, alors l'Africain doit être serein, car il fait partie de ceux qui ont toujours agi avec principe, ceux qui ont su préserver ce qui fait de nous des êtres humains et non des humains, des vrais bantous. L'Africain a cette aptitude particulière à ressentir une connexion intime avec le monde, une connexion qu'il partage avec d'autres peuples, certes, mais qui le distingue par sa capacité à saisir et à comprendre rapidement autrui. Cette faculté à sentir et à être en lien avec les autres le protège potentiellement de certains comportements instinctifs instables, en lui permettant de maintenir une certaine dignité humaine. Il incarne un principe fondamental, et ce principe va au-delà de la simple couleur de sa peau. L'Africain doit savoir qu'il est le dépositaire des mystères de l'humanité, car l'autre, souvent en quête de la vérité, peine à voir cette vérité dans sa pureté, sa nudité et préfère le couvrir. L'Afrique, en tant que terre ancestrale, a porté tant de civilisations qu'il serait présomptueux de prétendre connaître toute son histoire. Certes,
l'histoire de l'Afrique a été partiellement dévoilée, mais surtout, elle est une histoire en devenir, une histoire qui façonne l'avenir. L'Afrique a été le berceau de civilisations si nombreuses qu'elles échappent à tout décompte. L'histoire de l'Africain est une histoire de principes fondamentaux, une histoire que la nature elle-même raconte. C'est une histoire cyclique et non linéaire. Il faut réaliser que l'histoire possède deux dimensions, celle qui est manifeste et celle qui est cachée, celle qui fait en réalité l'histoire elle-même. Il doit se tourner vers cette dernière. Peu importe le nombre de livres qu'il peut lire, certains étant plus éclairants que d'autres, il doit comprendre que sa véritable histoire est juste devant lui, à portée de conscience. Ainsi, il ne doit pas se laisser troubler par ces ignorants en costume qui prétendent connaître son histoire, ni par les lâches qui la déforment, que ce soit de façon délibérée ou non. Une fois qu'il se sera affranchi des schémas imposés par l'autre, il pourra réellement apprendre à connaître son histoire, car cette histoire fait partie de lui. Il lui suffira de se comprendre lui-même pour la découvrir, et ceci en toute dignité. L'Africain, conscient de son héritage, sait qu'il joue un rôle dans une histoire divine, gravée dans le ciel. Il comprend que l'histoire n'est pas une simple succession d'événements linéaires, mais une toile d'araignée complexe, cyclique, qui se tisse et se retisse. Croire en une quelconque supériorité civilisationnelle serait aller à l'encontre de toute la logique des choses telles qu'elles ont toujours été. L'Afrique doit réapproprier son histoire et l'affirmer avec force, car cette force provient de sa capacité à puiser dans sa noirceur. Cette noirceur, loin d'être un signe de faiblesse, permet à l'Africain de voir au-delà des apparences et de contempler la vérité dans sa nudité la plus pure. Elle repose sur un équilibre, une adaptabilité constante qui permettent à l'Africain de créer des civilisations. Sans stabilité, sans le djed, il n'y a pas de civilisation. Lorsque les autres ont mis le pied en Afrique, cette stabilité les ont frappés. Mais en cherchant à perturber cet équilibre, ils ont introduit des virus énergétiques visant à déstabiliser la capacité d'adaptation des peuples africains. Aujourd'hui, nous observons les conséquences de cette perturbation. Les Africains ne se reconnaissent plus, ne parviennent plus à transcender leurs souffrances pour faire face aux défis actuels. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un carrefour décisif. Soit elle continue d'être dominée dans tous les domaines par des forces extérieures, soit elle reprend son destin en main sans crainte de payer le prix nécessaire. Il arrive que des ignorants disent qu'ils ne sont pas leurs ancêtres, comme si ceux-ci n'avaient pas combattu l'esclavage, tout en s'appropriant des identités qui les asservissent. Au moins, les ancêtres connaissaient ceux qui cherchaient à leur nuire et les stratégies qu'ils employaient. Les Africains ont toujours choisi la liberté, et à chaque fois, on a utilisé leur propre force contre eux. Les ennemis de l'Afrique ont parfaitement compris cette dynamique et ont trouvé une faille qu'ils continuent d'exploiter. L'Africain doit se réveiller à cette réalité. Comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, et si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si tu te connais toi-même mais pas ton ennemi, pour chaque victoire remportée, tu subiras aussi une défaite. Si tu ne connais ni ton ennemi ni toi-même, tu succomberas à chaque bataille. Et en podant les nageants au telahar. La grande question d'aujourd'hui est la suivante. L'Africain se connaît-il suffisamment pour faire face à son ennemi? Et encore, faudrait-il qu'il le connaisse? Par ignorance de lui-même, l'Africain a été vaincu. Pourtant, l'avertissement était clair depuis l'Antiquité. Connais-toi toi-même. Hélas, voici qu'aujourd'hui, il accepte que l'autre lui fournisse les outils pour accéder à sa propre connaissance. Quelle absurdité! Quelle malédiction! Oui, malédiction, non pas celle des fictions hollywoodiennes, mais celle d'une malédiction, d'une parole pervertie, d'une vérité trahie. L'Afrique est gangrenée non par le sort, mais par ce dérèglement du sens. L'Africain agit de travers, bien qu'il sache que ce que tu fais te fait, et ce que tu refuses de faire te fait tout autant. La nature a horreur du vide. Si l'Africain refuse de se connaître et de se responsabiliser, d'autres s'en chargeront à sa place, et l'ont déjà fait. Ce n'est peut-être pas de sa faute, mais c'est bel et bien de sa responsabilité. Car rien n'arrive par hasard. Il doit se poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui a rendu possible une telle tragédie contre les peuples africains, alors même que les lois de l'univers sont justes et impénétrables? Une sagesse ancienne dit « les morts ne sont pas morts ». Mais l'Africain d'aujourd'hui, dans sa majorité, nie tout lien avec ses ancêtres, alors même que leur mémoire coule dans ses veines. En face de lui, l'autre honore les siens avec ferveur, et l'Africain l'imite, sans jamais interroger la rupture avec ses propres racines. L'Africain est devenu crédule. Il avale tout, croit tout et tous. Il ne se connaît plus, ne se maîtrise plus. Il ne distingue plus le juste de l'injuste, mais il se plaint sans cesse de son sort. Cela doit être étrange, presque comique, de voir les autres peuples le regarder de haut, avec dédain et supériorité. Je n'en ai aucune pitié. Pourtant, s'il se connaissait vraiment, il saurait qu'il n'a rien à envier à quiconque. Bien au contraire, je dirais même ceci, sa propre histoire lui ferait peur, car elle est grandiose, vertigineuse, stupéfiante. L'Afrique recèle des mystères que l'entendement actuel ne peut saisir, des merveilles invisibles.
perceptible seulement dans l'obscurité lumineuse, là où le savoir véritable se cache. L'Afrique est une terre de secrets, de sciences sacrées, dissimulées dans la nuit des temps. Leur révélation ne peut advenir que par l'œil initié. Quel rapport avec l'Alliance des États du Sahel? Tout, absolument tout, car ce qui s'éveille là-bas, au cœur de cette alliance, c'est un sursaut de l'essence africaine. Une tentative, encore balbutiante peut-être, mais sincère, de se libérer des forces qui ont capturé l'âme de ses enfants. C'est le souffle d'un réveil intérieur, d'un peuple qui commence à pressentir qu'il est porteur d'un héritage inestimable, qu'il ne connaît pas encore, mais que son sang n'a jamais oublié. Tout a commencé bien avant les colonisateurs, perses, sémites, européens, eux et autres, qui ont posé leurs pieds souillés sur la terre-mère accompagnés de leurs valets. Depuis lors, l'Afrique n'a cessé de lutter. Ce combat, nous l'avons vu dès l'Antiquité. Les Africains ont repoussé les envahisseurs à maintes reprises. Amosis contre les Hyksos, Taharqa face aux Assyriens d'Assurbanipal, les reines Candace contre les Romains, Hannibal Barca et Jugurtha contre les empires occidentaux. Plus tard, le Ghana contre les Almoravides, le Mali face aux invasions arabes, l'empire Songhai, le Dahomey de Béhanzine, le Congo face aux Portugais, l'Éthiopie contre les Ottomans et les incursions musulmanes. Partout où l'oppression est passée, la résistance a suivi, même au-delà du continent, en Haïti, au Brésil, en Jamaïque, aux États-Unis. L'Africain a toujours résisté, car libre de nature et parce qu'il y avait toujours des peuples impérialistes. Tout cela semble relever d'une haine viscérale, profondément ancrée dans la mémoire collective de ces agresseurs, toujours prompts à revenir tenter de soumettre l'Africain. Mais le pire, c'est que l'ennemi vient aussi de l'intérieur. L'Africain est trahi par ses propres enfants, et c'est cela qui lui fait le plus mal aujourd'hui. L'Africain s'est trahi lui-même. Il est temps de le dire sans détour. L'Africain ne fait pas que subir une guerre raciale. Il est la cible d'un complot méthodique, orchestré par des individus sans âme, indifférents aux vies humaines, animales ou végétales. Ces êtres mettent en place, de manière cyclique, des systèmes de manipulation massive. Le racisme n'est pour eux qu'un outil, une arme redoutable de domination par la division selon leurs vieux principes. Diviser pour mieux régner. L'Africain ne doit pas tomber dans ce piège. Même si la race existait véritablement, ce ne serait pas une justification pour se haïr. Mais eux ont transformé cette invention en une bombe psychologique, génératrice de complexes d'infériorité et de supériorité qui pourrissent aujourd'hui jusqu'à leur propre civilisation. Et ils devront tôt ou tard s'en débarrasser, comme on l'a vu lors de l'effondrement de l'apartheid en Afrique du Sud. La résistance africaine n'est donc pas un phénomène récent, elle est ancestrale. Aucun peuple digne n'accepterait la domination sans lutte. Les plus éveillés des Africains ont compris que certains s'alimentent de leur travail, de leurs ressources, de leur spiritualité, sans leur en laisser la jouissance. Mais ce temps touche à sa fin. Ceux qui ont longtemps vu le monde comme leur chasse gardée font aujourd'hui face à des Africains debout, dignes et fiers. Il perpétua la lutte de Toussaint Louverture, de Dessalines, de la reine Nzinga, de Nani, de Frédéric Douglass, de Marcus Garvey, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop et autres, et de tout un peuple africain qui les a soutenus, portés, guidés. Et c'est cette lutte ininterrompue qui a permis l'émergence de cette alliance actuelle entre les États du Sahel. Elle est le fruit logique et inévitable de la réhabilitation de l'Africain par lui-même, pour lui-même, et donc pour l'avenir d'une humanité rééquilibrée dans un monde multipolaire, forme. C'est dans cette continuité que s'inscrit aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, une confédération révolutionnaire née de la volonté des peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger de reprendre leur destin en main, une volonté inspirante pour toute l'Afrique. Elle ne se réduit pas à Goïta, Traoré et Tchiani. Elle est l'œuvre des peuples africains éveillés, prêts à sacrifier confort et sécurité pour retrouver dignité et souveraineté. Comme l'ont rappelé les autorités maliennes, rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de leur peuple. Cette alliance marque la fin des ingérences impérialistes. Elle incarne un panafricanisme renouvelé, spirituel, enraciné, où l'Africain ne négocie plus sa souveraineté. L'heure n'est plus au compromis. Trop de promesses non tenues, trop de mensonges, trop de sang versé. L'Africain ne se laisse plus duper par ceux qui n'ont ni honneur, ni spiritualité, ni respect pour la vie. La domination ne passera plus. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'Alliance de résistance africaine n'a jamais cessé d'exister. Elle change de visage, de langage, de moyens, mais son essence demeure. Elle est le souffle ancestral qui traverse les âges. Ce souffle qui nous rappelle que les morts ne sont jamais morts. Ils nous accompagnent, nous guident et décideront du sort de ceux qui nous ont trahis. Il est urgent pour tout Africain digne, qu'il vive sur le continent ou dans la diaspora, de rejoindre la lutte. Cette bataille sera rude, longue, mais elle est nécessaire et déterminante. Chaque main tendue, chaque parole de soutien, chaque acte de solidarité compte. La révolution ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêtera pas, car l'Afrique respire de nouveau, forte de ses dignes filles et fils. Et désormais, plus rien ne va lui barrer le chemin. Ce siècle sera africain ou ne sera pas.